Comme depuis le début des vacances de Noël, on va faire le bilan de l'année 2019 et voir les perspectives pour 2020 sur un sujet brûlant aujourd'hui puisqu'il s'agit du social. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Mailly qui a été secrétaire général de Force ouvrière pendant 14 ans, de 2004 à 2018. Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Bienvenue sur Sud Radio. Si vous deviez mettre un adjectif qualificatif sur l'année 2019 en matière sociale, quel serait-il ? Régressif. Régressif. Oui. Là, vous êtes transgressif. Oui, peut-être, mais régressif. Parce Ou réaliste. Oui. Parce qu'il y a notamment eu quelques soi-disant réformes comme l'assurance chômage ou les retraites, on verra, qui ont retiré des droits aux salariés et aux demandeurs d'emploi, par exemple. Ce qui caractérise le gouvernement, c'est à la fois, je pense, une politique, alors on peut l'appeler libérale au sens économique et non pas au sens philosophique sur le plan économique, et un autoritarisme social. Il veut tout contrôler sur le plan social et c'est pas fait pour rassurer. Alors justement, on est obligé de parler du conflit des retraites qui a commencé il y a 4 semaines. Comment analysez-vous ce conflit déjà plus long que celui de l'automne 95 ? Oui, mais ça part d'un slogan finalement. Un slogan pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron qui était « un euro cotisé donnera les mêmes droits », ce qui, comme ça, paraît bien, équitable, etc. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été travaillé. Et quand on sait... Vous dites que la réforme n'a pas été travaillée par le gouvernement. Non. Au départ, en tous les cas, pendant la campagne, c'est un slogan. Voilà, ça faisait bien, etc. Ça faisait équitable, juste, et bon, mais on n'est pas allé plus loin. Et puis un slogan de campagne, ça mange pas de pain, comme on dit. Ça mange pas de pain, comme on dit. Mais après, c'est devenu comme un symbole, un totem chez le président de la République et le gouvernement. Il faut absolument faire cette réforme. Et plus les travaux ont avancé, plus tout le monde s'est rendu compte que c'était très compliqué. Moi, j'ai pris l'image d'une commode chinoise. Vous savez, vous ouvrez un tiroir, puis il y en a encore un autre, puis il y en a encore un autre, etc. Et donc, on est toujours dans cette situation. Et il y a eu un deuxième élément clé dans l'histoire de cette réforme jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on a introduit, quand je dis on, le gouvernement a introduit d'autres paramètres que les paramètres du début. Au début, c'était on ne touche pas aux pensions, c'est pas un problème financier, etc. Et après, on a dit maintenant, il faut aussi qu'on fasse ce qu'on appelle du paramétrique. Ça veut dire notamment la question de l'âge pivot et de reculer l'âge de la retraite. Et les deux, ça fait un cocktail détonnant. Et à partir de là, je pense que la sagesse, de mon point de vue, je pense pas qu'il ira vers ça ce soir. Enfin, on sait jamais. Tout le monde peut se tromper. Sagesse serait de dire, on pose le sac. On arrête le calendrier, on rediscute calmement des choses, parce que si cette réforme, comme ils le disent, est si bien que ça, on n'est pas à 3 mois près, et ils ont 3 mois pour convaincre, ou 4 mois, j'en sais rien, pour convaincre. Or, pour le moment, on est dans une situation de blocage, et ce n'est jamais bon. Dans tout conflit, il faut toujours trouver une sortie par le haut pour tout le monde. Et dites-moi finalement, est-ce que dans cette réforme, le problème, c'est pas forcément le contenu, mais c'est plutôt pas la manière dont il communique autour. C'est quoi qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du gouvernement justement autour de Il y a les deux, si vous voulez. Il y a à la fois un problème de contenu, parce qu'il y a plein de problèmes qui ne sont pas réglés. Par exemple, le problème de toutes les réserves qui existent, on sait pas clair sur la manière dont le gouvernement veut traiter le dossier. Moi, je les suspecte de vouloir récupérer d'une manière ou d'une autre les 136 milliards de réserves. Après, sur la méthode, non, ils n'ont pas été bons. Je mets pas en cause, moi, monsieur Delevoye. Vous pensez pas qu'il faut faire une réforme, quand même ? Le système n'est pas... Il a des imperfections, c'est évident. Mais vous savez si on arrive... Régime universel tel qu'il est conçu, ça va vers un régime unique. Puisque parallèlement à cette réforme des retraites, il y a une concentration de tout ce qui est cotisation sur les URSSAF. Je pense qu'on serait le seul pays au monde à faire ça. Je pense que ce serait beaucoup plus sage, par exemple, de dire à terme, avec le temps qu'il faut, il y a un régime pour les salariés du privé, un régime pour tout ce qui est public, un régime pour tout ce qui est indépendant, avec les caisses qu'ils gèrent, y compris avec une certaine autonomie. Tandis que là, si on fait un régime unique, c'est l'État qui prend la main surtout. Ouais. Et quand l'État prend la main, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des gestionnaires. Alors justement, imaginez-vous qui avez été un grand leader syndical, un conflit long. Moi, je repense inéluctablement, c'était il y a 35 ans, pile, le conflit des mineurs britanniques qui avait duré 1 an, de mars 84 à mars 85, parce que, a priori, les syndicats, et vous connaissez bien les syndicats, n'ont pas envie de lâcher. Non, ils n'ont pas envie de lâcher, mais je me souviens aussi de ce conflit britannique avec un leader... Arthur Scargill, je me souviens très bien. Et certains disent aujourd'hui...
en France que Macron a un peu un côté Thatcher. Oui, c'est pour ça que je fais l'allusion. Il y avait eu 2 conflits à l'époque. Il y avait le conflit des mineurs en Grande-Bretagne, et il y avait aussi un conflit des aiguilleurs du ciel aux États-Unis. C'était sur Reagan-Thatcher, voilà, absolument. avec la même politique économique qui découlait de l'école de Chicago. Et il y avait un comportement de faire mettre un genou à terre aux syndicats. Ça a été le cas au Royaume-Uni, ça a été le cas aussi aux États-Unis. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est pas ça l'objectif recherché? Vous savez, il y a eu avec Emmanuel Macron, certains ont parlé de dégagisme politique. Oui. Est-ce que c'est pas une volonté du côté du pouvoir, mais il prend de gros risques s'il fait ça, de faire un dégagisme syndical d'une certaine manière? Dites-moi, les Gilets jaunes, ça dure depuis bientôt 14 mois. À votre avis, c'est un conflit social ou c'est un conflit sociétal ? C'est les deux. Enfin, je veux pas. Ouais. Quand je dis ça a démarré sur une question fiscale, les gilets jaunes. Bon, après c'est passé. Donc ça, on pourrait dire c'est plus social d'une manière ou d'une autre. Ça traversait les catégories parce qu'il y avait des salariés, des artisans, etc. Des personnes qui n'avaient pas de travail, hein, des chômeurs. Et après, ça a glissé vers des questions plus politico-sociétales, en fait, telles que le référendum d'initiative citoyenne. En tous les cas, c'est révélateur d'un mauvais climat, mauvais climat social d'une manière et globale dans notre pays depuis quelque temps. Quelle pourrait être l'issue de ce conflit, Jean-Claude Mailly, qui a l'air de vouloir durer ? L'issue, si on veut que tout le monde sorte par le haut, d'une certaine manière, la meilleure issue, selon moi, ce serait de ce qu'on appelle une suspension. Je ne vois pas le président de la République ce soir, ou alors... on peut tous se tromper, comme je le disais, dire « je retire le projet ». Bon, mais il peut. Vous croyez au miracle ? Non. Non, moi, je suis un laïc, je ne crois pas au miracle. Donc, athée, etc. Donc, je ne crois pas au miracle. Non, mais là, quand je dis la suspension, ça veut dire qu'il ne renonce pas à son projet, mais ils prennent le temps de discuter, de le creuser, de le travailler. Si, c'est possible. Vous savez, c'est pas... Quand on se trompe de savoir reculer, c'est pour mieux avancer. Vous pensez que ça serait bien vu des Français, ça, un président qui recule ? Qui recule en tous les cas. Reculer, s'il le disait ce soir, je retire le projet, tout le monde dirait, il recule. Il y en a qui ça ferait plaisir et d'autres non. Je suis d'accord. Mais prendre le temps d'expliquer, enfin, si c'est si bien que ça, ce dont je doute profondément en ce qui me concerne, si c'est si bien que ça, qu'ils prennent le temps d'expliquer. Ils n'ont pas réussi à l'expliquer aujourd'hui. Il n'y a pas de simulateur, il n'y a rien, tout le monde s'inquiète à juste titre. Dernière question sur les retraites, Jean-Claude Mailly. BlackRock, le fonds de pension privé américain qui gère plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs, c'est énorme, reçu à l'Élysée au moment de la réforme des retraites, ça vous inspire quoi ? Il y a une volonté du côté des assureurs et notamment de BlackRock et d'autres. C'est le plus gros au monde. Oui, c'est le plus gros au monde. 6 000 milliards, c'est un gros fonds de pension en fait. C'est le plus gros. Le deuxième, c'est CalPERS, je crois. Voilà, tout à fait. Il y a une volonté de s'occuper encore plus du marché français de l'épargne. Les Français épargnent beaucoup. Et de se positionner aussi. Bien sûr. Oui, c'est du business. C'est pas autre chose que du business. Le social, finalement, c'est un peu du business en France aussi, quand même. Le fonds de pension. Le social. Non, c'est pas le social en tant que tel, c'est pas du business, mais tout ce que ça représente. Il y a la loi Pacte, dans lequel apparemment, d'après ce qu'on lit, les assureurs dont BlackRock sont déjà intervenus pour qui favorise le développement de l'épargne. Et là, il est vrai qu'avec ce que prévoit le gouvernement sur les retraites, pour ceux qui gagnent plus de 120 000 euros par an, et ils sont 300 000 à peu près, eux vont être obligés de faire de la capitalisation, sinon ils auront une retraite affaiblie. Et la capitalisation, ça intéresse les assureurs. Alors justement, le social, c'est pas que les retraites. Le mois dernier, Emmanuel Macron est revenu sur un lieu emblématique de l'entre-deux-tours de la présidentielle, l'usine Whirlpool d'Amiens. Est-ce que c'est pas le symbole de l'impuissance publique face aux délocalisations ? Et pour revenir à Whirlpool Amiens, l'usine est partie en Pologne pour être dans les territoires de l'UE, mais embauche quasi exclusivement des Ukrainiens travailleurs détachés pour les payer moins cher que les Polonais. Est-ce que c'est ça l'Europe sociale ? Ah non, c'est pas ça l'Europe sociale. Mais excusez-moi, mais je me rappelle que la campagne de Rocard en 94, c'était l'Europe, oui, mais solidaire. Et en 2005, le slogan du Parti socialiste, c'était l'Europe sociale passe par le oui. Il y a eu le oui via le traité de Lisbonne, mais l'Europe sociale, c'est faire travailler des Ukrainiens en Pologne. Oui, enfin là, le traité de Lisbonne, c'était pas l'Europe sociale pour moi. Moi, je suis européen. Si je crois le Parti socialiste, oui. Oui, mais il s'est planté à l'époque. C'était même aujourd'hui d'ailleurs. Et encore aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup d'ailleurs. Ça a continué d'ailleurs depuis. On n'en parle plus beaucoup. Mais effectivement, il y a l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, tant sur le plan fiscal que sur le plan social, elle est à l'origine de dumping. C'est évident. Et donc, les États, les gouvernements, quels qu'ils soient, ont moins de pouvoir aujourd'hui qu'ils en avaient il y a 25 ou 30 ans. Ils ont par exemple
perdu le pouvoir monétaire, puisque c'est la Banque Centrale Européenne. Donc l'Europe n'arrive pas... Ils ont perdu le pouvoir commercial aussi. Pouvoir commercial aussi. Donc l'Europe n'arrive pas à endiguer ces phénomènes de dumping. Alors vous parlez de Whirlpool, mais c'est quelque chose de récurrent. Beaucoup d'industries se sont installées dans les ex-pays de l'Est parce que le coût du travail y est moins élevé. Donc ça nécessiterait une transformation profonde de la construction européenne, qui sera, selon moi, indispensable à un moment donné si on ne veut pas que l'Europe éclate. Enfin, le problème, c'est qu'il faut l'unanimité, et là, ça va être plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut une transformation, y compris sur les modes de fonctionnement. Mais comment de décision, ça va être encore plus compliqué. Pardon. Il faut savoir, vous savez, il faut savoir à un moment donné, je crois, transgresser les règles quand on est chef d'État ou de gouvernement. Sarkozy l'avait fait en 2008 au moment de la crise financière. Il avait su tordre les règles pour imposer, il avait réussi. Là, le président de la République, il dit des choses pas bêtes, intelligentes sur l'Europe, mais il ne transgresse pas les règles sur ce plan-là. Dites-moi, 2019, c'est donc l'année de la réforme de l'assurance chômage aussi, on en parle. On peut dire que les chômeurs, ils n'y ont pas vraiment gagné. Est-ce que s'en prendre aux chômeurs, c'est pas une solution de facilité finalement, toujours comme toujours ? Si, mais c'est bien sûr que c'est une solution de facilité. Le seul objectif du gouvernement, c'était... Pourquoi ils le font alors ? 3,5 milliards. Voilà, c'est 3,5 milliards. C'est comptable. C'est comptable. 3,5 milliards d'économies payées par les demandeurs d'emploi. Et les gens vont découvrir au fur et à mesure la diminution de leurs droits. Et pour aboutir à 3,5 milliards d'économies, ils ont pris la main sur la gestion du système. C'est pour ça que je ne suis pas rassuré non plus quand ils veulent prendre la main sur les retraites. Parce qu'avec ce qu'ils ont fait sur l'assurance chômage, on peut s'attendre à des jours noirs sur les retraites. Justement, l'assurance chômage, c'est un vrai problème. Vous avez parlé de régression sociale. Est-ce que la régression sociale, en cette fin de décennie 2010, puisqu'on termine non pas seulement une année ce soir, mais une décennie, est-ce que c'est devenu finalement inéluctable ? Comme disait Marx, est-ce que c'est le sens de l'histoire ? Non, je ne pense pas que ce soit inéluctable. C'est des choix qui sont faits à un moment donné par les gouvernements. Au niveau européen, d'ailleurs, c'est pas uniquement chez nous. Les problèmes se posent un peu partout en Europe aujourd'hui. Mais il y a des choix qui sont faits, c'est un cocktail qui peut paraître contradictoire, mais c'est sur le plan économique, on laisse faire d'une certaine manière, mais sur le plan social, on serre les boulons. Voilà. Donc c'est à la fois du libéralisme économique et de l'autoritarisme social. Ce soir, notre président Emmanuel Macron va s'exprimer, il va faire ses vœux à la télévision. Croyez-vous qu'il va parler social lors de son allocution ? Il peut être en dehors du temps et de l'espace et de ne pas en parler, mais il va être obligé de parler de la situation. Est-ce que c'est pas ça l'idée finalement, d'être en dehors du temps et de l'espace pour lui en général ? Oui, mais à ce moment-là, si c'est ça, c'est pas la peine qu'il fasse des vœux, C'était un petit peu pour... L'idée du départ, c'était de remettre en place la posture présidentielle. Oui, mais ça, il essaye depuis quelque temps de reprendre la posture présidentielle en se mettant en recul et en laissant son Premier ministre au feu. Mais là, vu la situation et vu notre mode de fonctionnement, vous savez, je ne sais plus qui disait, la France est une monarchie sans culottiste. Voilà. On est d'accord. Donc, il est obligé de parler du dossier retraite. Il faut qu'il en parle du social, on est d'accord. C'est indispensable. Vu le contexte, personne ne comprendrait qu'il ne dit... s'il n'en parle pas, on va dire plus que jamais que c'est un président hors sol et déconnecté. Oui, non mais bien sûr. Maintenant, jusqu'où il ira ce soir, ça, lui seul le sait. Mais alors, justement, vous avez cité un nom, Édouard Philippe. Oui. Pourrait-il être le fusible du président de la République, puisqu'un Premier ministre sert de fusible si jamais il devait y avoir un chaos social donc avec la réforme des retraites. On est d'accord. Un fusible, ça saute. En cas de surtension électrique. Voilà, c'est ça. Ou ça part avant de sauter. Voilà. C'est une deuxième solution. Dans la logique de la Ve République, oui, le Premier ministre a toujours, à un moment donné, joué un rôle de fusible quand ça se passe mal. C'est évident. C'est évident. Dernière question. Mon cher Jean-Claude Bailly, on a commencé par un adjectif qualificatif pour qualifier l'année 2019. Si vous aviez, alors je vous demandais de faire de la prospective, un adjectif qualificatif pour qualifier l'année qui va commencer dans maintenant quelques heures en matière sociale pour 2020, quel serait-il et pourquoi ? J'aimerais bien qu'elle soit plus sociale cette année 2020. Sociale, ce serait l'adjectif pour l'année 2020 et qu'il y ait une vraie réduction des injustices et que les pouvoirs publics reprennent vraiment leur rôle. C'est un rôle d'intérêt général, ce qu'ils ont un peu oublié ces temps-ci. Ça, c'est intéressant. Les politiques qui ont oublié l'intérêt général. Merci beaucoup, Jean-Claude Bailly. Je rappelle que vous avez été le secrétaire général de Force ouvrière de 2004 à 2018. Et puis on vous retrouvera très bientôt, probablement dans les vraies voies, dont vous êtes un des sociétaires. À bientôt, oui. À bientôt. Et bonne année. Oui, il ne faut pas le souhaiter avant le premier. Non, mais bon. Le cœur y est. Le cœur y est.
Dans un instant après la pub, vous retrouverez C'est à la une avec Marc Vera qui va nous parler du verdict attendu dans son procès qu'il oppose au guide Michelin. À tout de suite.